Vendredi 15 juin 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Débutons par cette pensée aux responsables de la société civile nigérienne engagés dans le combat contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Vous le savez, une bonne partie d'entre ces responsables est arrêtée depuis le 25 mars dernier. Ils passent donc aujourd'hui pour ce premier lot, la 81e journée de détention préventive. Il s'agit notamment de Ali Idrissa, directeur général du groupe de presse Labari et coordonnateur du ROTAB, M. Moussa Tiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, Nouarzika et Maître Lirwana du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Ils ont été arrêtés avec d'autres citoyens pris dans le feu de l'action le 25 mars dernier et incarcérés dans différentes prisons civiles du département de la région plutôt de Tillabéri, notamment Filingué pour Ali Idrissa, Tillabéri pour Nouarzika, Walam pour Moussa Tiangari et Daikena pour Maître Lirwana Abdraman. Un autre lot de responsables de la société civile a été arrêté, vous le savez, le 15 avril dernier. Il s'agit notamment des deux principaux, à savoir Michael Zodi du mouvement Tournant la page et Yori Abdraman et Yori plutôt Ibrahim de l'association Alternative Espace Citoyen. Eux passent aujourd'hui leur 60e jour de détention au niveau de la prison civile de Saï pour Michael Zodi et Kolo pour Ibrahim Yori. À l'occasion justement de cette 60e jour de détention pour les deux responsables de la société civile, à savoir donc Michael Zodi et Ibrahim Yori, la rédaction de la radio et télévision Labari a recueilli la réaction d'un des responsables du cadre de concertation et d'action citoyenne pour réagir donc par rapport à leur morale, mais surtout par rapport à leur état de détention. On suit cela dans ce résumé de Ibrahim, de Abouakar Souley plutôt et Ismaël Moumouni. Défenseurs des intérêts de la nation et ceux des citoyens, les acteurs de la société civile, Michael Zodi et Ibrahim Yori, sont privés de leur liberté depuis le 15 avril dernier pour avoir invité la population à manifester contre la loi des finances 20 jours après l'arrestation des leaders du cadre. Mais qu'à cela ne tienne, Michael Zodi et Ibrahim Yori disposent d'un mental fort. Sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, ils ont le moral très haut. Ils se portent très bien. Yori, je l'ai vu le dimanche dernier, sachant pertinemment que lui, surtout lui, il a été victime quand même d'une procédure qui existait avant. Vous savez, depuis qu'on a commencé à amener les éléments présumés de terroristes de Boko Haram, les visites sont trop filtrées et trop limitées au niveau de la prison de Kolo. Et or, il se trouve qu'il est à la prison, à la maison d'arrêt de Kolo. Il n'a droit qu'à la visite uniquement jeudi, samedi et dimanche. Donc 3 fois dans la semaine. Et même ça, dès que vous venez, vous n'avez que 5 minutes. Quand Michael Zodi, on vient juste de se quitter, il y a à peine 30 minutes de cela, il a le moral très haut et ce sont des gens qui sont tellement habitués et que ça, dans tous les cas pour nous au niveau du cadre de concertation, nous considérons que cela c'est un acte purement politique et ils ne sont que des otages d'un régime aux abois. Bien qu'ils sont en bonne santé, leur situation demeure précaire par rapport au traitement de leur dossier. Ce qui est déplorable et ce qui est très inquiétant, c'est des dénis de justice totale. Vous savez qu'il vous souviendra également le jour où les avocats étaient sortis pour la première fois pour dénoncer l'incarcération des autres camarades qui ont été arrêtés le 25. Ils ont rappelé quand même l'article 666 du code pénal, du code de procédure pénale, qui fait obligation au juge d'instruction qui envoie sous mandat de dépôt les prévenus. La loi lui fait obligation de rendre visite. Donc 2 mois après, 60 jours après, aucun acte d'instruction n'a été posé à l'endroit en ce qui concerne le dossier de nos 2 camarades, à savoir Michael Zodi et Ibrahim Yori. Michael Zodi est à Saï, Ibrahim Yori est à Kolo. Mais néanmoins, nous sommes très inquiets et nous interpellons tous les défenseurs des droits humains parce que vous ne pouvez pas vous juger. Mais même un juge, la loi lui fait obligation, parce que nul n'est au-dessus de la loi, on dit. Donc, si l'article 666 du code de procédure fait obligation au juge d'instruction, après la fin de chaque mois, de rendre visite aux détenus pour s'enquérir de leur état de santé, de leur état moral et même de poser des actes d'instruction, on constate
purement et simplement que 2 mois après, 60 jours après, aucun acte d'instruction n'a été posé. Et c'est toujours le même juge que vous connaissez bien, le doyen du juge, Ali Akine, qui a la charge quand même de ce dossier. Et nous considérons que vraiment il faut que les choses évoluent. 2 mois de détention sans que le juge leur rende visite, même une seule fois, alors qu'il a l'obligation de le faire chaque mois, selon l'article 666 du Code de procédure pénale. Donc, tout laisserait à croire que ces 2 acteurs sont mis aux oubliettes. La suite de ce journal avec cette formation débutée ce matin au niveau du Conseil supérieur de la communication. Elle est destinée aux membres de cet organe de régulation et elle porte cette formation sur la gestion du pluralisme médiatique et du pluralisme d'opinion dans notre pays. La formation va durer 3 jours et elle est organisée donc par le Conseil supérieur de la communication. Le résumé de l'ouverture de cette session de formation avec nos reporters Ali Doubourema et Nafissa Hassan. Renforcer les capacités des conseillers membres du Conseil supérieur de la communication sur la gestion du pluralisme médiatique et l'opinion, objet de cette session de formation organisée par l'organe de régulation des médias du Niger, qui depuis des années assure la bonne fonctionnalité des médias selon les tests juridiques. Le CSC, c'est une vieille institution qui a plus de 25 ans, je crois, et donc qui a capitalisé de l'expérience et de l'expertise. Mais malgré cela, je pense que les institutions ne sont pas parfaites dans leur fonctionnement. Plus on travaille, plus on découvre des imperfections, des insuffisances. Et il faut les corriger. Le CSC sortant a beaucoup travaillé dans ce sens. Et c'est ainsi qu'ils ont constaté certaines insuffisances dans la régulation. Et le CSC sortant a initié un projet de loi, comme vous le savez, sur le fonctionnement du CSC et qui a été adopté lors de la dernière session. Donc, par rapport aux insuffisances constatées, il fallait donc renforcer davantage le pouvoir du CSC. Par rapport également au traitement de l'information, il fallait encore professionnaliser davantage tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Et nous savons encore que nous entrons de plein pied dans la modernisation avec la TNT. Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil supérieur de la communication a clairement fait cas de la nécessité de cette session de formation. Après notre installation, il y a un peu plus d'1 mois, nous avions relevé la nécessité de renforcer les capacités des membres du CSC afin d'accomplir convenablement notre mission. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent atelier qui permettra aux conseillers de se familiariser avec les textes juridiques régissant la régulation des médias au Niger. L'objectif visé à travers ces assises qui dureront 3 jours est de renforcer globalement les capacités des membres du Conseil supérieur de la communication, notamment en matière de connaissances en gestion du pluralisme, de la pérennisation des acquis en matière de la régulation des médias, de l'indépendance des membres de communication et de la professionnalisation des membres du CSC. Cet atelier ainsi que des séries de missions de vulgarisation des textes sur la communication et la presse et d'autres activités à venir ont été rendus possibles grâce à l'appui personnel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Youssouf, qui a maintes fois réaffirmé son attachement à une presse libre, indépendante et responsable, ainsi qu'à des institutions fortes et crédibles. Cette session de formation assurée par l'ancien président du Conseil supérieur de la communication, M. Abdrahman Ousmane, durera 3 jours. Demain, 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain, une journée, vous le savez, instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, pour se remémorer des événements de Soweto en Afrique du Sud. Rappel historique de cette journée, mais aussi de la situation du respect du droit de l'enfant au Niger, dans ce reportage de Abouakar Souley et Ismaël Moumouni. Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique, c'est le thème de la journée de l'enfant africaine. Cette journée décrétée par l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine, vise à faire le point de la situation des enfants sur le continent, mais aussi honorer la mémoire des étudiants tombés en 1976 à Soweto. Un 16 juin 1976, des jeunes scolaires en Afrique du Sud, plus précisément donc à Soweto,
avaient, en tout cas, dans un élan de défense de leurs droits, voulu marcher pour dire non à ce qui semblait être une sorte de discrimination, ou en tout cas une sorte d'éducation au rabais qui leur est imposée. Et en retour, malheureusement, le régime de l'apartheid de l'époque a répondu donc en réprimant très sauvagement cette manifestation, où nous avons pu voir, en tout cas sur les chaînes de télévision, certaines images choquantes. Selon Sidoukou Moussa, au Niger, les droits des enfants sont bafoués par les gouvernants. La situation de notre pays, en tout cas en termes d'effectivité des droits, pose problème. J'avais tantôt parlé de l'engagement budgétaire. À ce niveau, à la lumière en tout cas de cette fameuse loi de finances 2018, nous sommes loin des engagements auxquels nous, en tant qu'acteurs, nous attendions. Mais de l'autre côté, il y a également des enfants qui ont été mis en marge du développement. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'enfants, par exemple, qui sont nés, mais qui ne sont pas déclarés à la naissance. Vous avez beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont hors du circuit éducatif. Vous avez même des enfants qui sont dans le système éducatif, mais malheureusement, les acquis scolaires ne leur permettent pas ni de lire ni d'écrire. Ça veut dire que ce sont des potentiels chômeurs que nous sommes en train de former. Alors, il y a également ces questions de pratiques sociales et culturelles néfastes qui affectent malheureusement nos enfants. Vous regardez aujourd'hui, au niveau par exemple des écoles coraniques, vous avez une prolifération de ces écoles-là et des pratiques malheureusement peu acceptables qui s'y développent autour, notamment la question de la mendicité. Garantir les droits des enfants équivaut à assurer un meilleur lendemain pour le pays, car la jeunesse reste et demeure l'avenir de demain. Et une jeunesse sans formation et sans emploi est une bombe à retardement pour une nation. Un mot de culture, de la littérature, notamment avec ce livre de l'auteur nigérien Ibrahim Nyandou dénommé La colère des agneaux. C'est un ouvrage qu'il a récemment publié et c'est le deuxième du genre du même auteur. Le premier étant intitulé Les surdoués. Présentation donc de ce livre, La colère des agneaux de Ibrahim Nyandou avec notre reporter Nafissa Yahaya. La colère des agneaux, c'est l'intitulé de cet ouvrage, le deuxième du romancier nigérien Nyandou Ibrahim. Un roman à travers lequel il rend hommage à la jeunesse africaine et dans lequel il raconte cette histoire. La colère des agneaux est une quasi-suite de mon premier roman, Le Surdoué, qui a été édité en 2010. Les deux parlent d'éducation des jeunes. Les deux sont des hommages à l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes en termes de combativité, en termes de défense de leurs droits, mais aussi des droits de tous les membres de la communauté. C'est un appel à la résistance parce que le monde change, il y a de nouveaux défis. Par exemple, toutes ces questions d'actualité autour de l'immigration, les questions d'emploi, les questions de démocratie, de gouvernance, on a parfois l'impression que les solutions vont venir d'ailleurs. Moi, ce que je crois et ce que je défends à travers ce roman est que la solution est interne. La solution est en chacun de nous. Il raconte la trajectoire d'une jeune fille partie d'un village quelque part en Afrique, déshéritée, défavorisée, où il n'y a ni école, ni centre de santé, ni aucun autre type d'infrastructure moderne, mais qui va finir par être connu du monde entier. Selon Nyandou Ibrahim, écrire a toujours fait partie de sa vie. C'est ainsi qu'il nous livre le message véhiculé à travers La colère des agneaux. Cette trajectoire, pour moi, c'est un prétexte, un exemple à donner aux jeunes que chacun peut réussir pourvu qu'il se batte, pourvu qu'il croit, pourvu qu'il saisisse les opportunités qu'il y a dans l'environnement. J'aime écrire. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Parce que j'ai toujours écrit depuis le collège. Je crois que j'ai eu mon premier prix de concours littéraire pendant que j'étais en 3e. Donc je n'ai fait que continuer quelque chose que j'aime. Écrire est quelque chose en laquelle je voudrais encourager les jeunes. Il faut exprimer ses opinions. Il faut s'engager. Il faut lutter. Il faut lutter y compris
en prenant position. Édité en avril 2018 aux éditions Alpha, ce roman est composé de 128 pages reparties en 20 chapitres. Il est dédié aux militants de la société civile et à tous ceux qui sont morts pour que la démocratie s'installe et se conforte dans notre pays. Du sport à présent, et c'est du football pour parler de l'actualité du moment. Il s'agit de la Coupe du monde de football Russie 2018 qui se joue depuis donc hier là-bas en Russie. Cet après-midi, 2 des 5 nations africaines qui prennent part à ce mondial de Russie 2018 ont fait donc leur entrée. Il s'agit de l'Égypte qui était face à l'Uruguay et du Maroc qui croisait le fer face à l'Iran. Les 2 équipes africaines, donc l'Égypte et le Maroc, ont toutes donc été battues sur le score d'1-0 respectivement donc par l'Uruguay et par l'Iran. Cet après-midi, nos reporters ont tendu leur micro à quelques amateurs du ballon rond, pas sur les 2 matchs des 2 équipes africaines, mais sur l'ensemble du mondial, notamment sur leurs pronostics quant aux équipes favorites pour remporter cette édition 2018 de la Coupe du monde. On suit les réactions. Il y a les noms habituels que vous connaissez traditionnellement, qui reviennent à chaque Coupe du Monde et qu'on attend quand même de voir sur le podium. Vous avez parlé de l'Allemagne qui est championne du monde en titre. Difficile de ne pas parler de l'Allemagne quand on parle du mondial. C'est une grande nation de football et qui a les vertus nécessaires pour s'imposer même dans la difficulté. Il y a d'autres également, comme le Brésil, 5 fois quand même champion du monde, ce n'est pas rien. Le Brésil est dépositaire d'un certain jeu qui est reconnu de par le monde entier, avec une star planétaire, Neymar, et d'autres grands noms qui font la fierté de ce pays oriverdé, qui propose vraiment une très très belle équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout. Et on parlera également d'autres nations comme l'Espagne, championne du monde en 2010, championne d'Europe également il y a quelques années, c'était en 2008 et en 2012, et la France également qui est quand même également évoquée comme étant un prétendant sérieux au titre en ce qui concerne donc cette Coupe du monde de Russie 2018. Nous savons que la dernière coupe a été prise par l'équipe allemande. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes se valent dans la compétition. Nous avons vu des belles prestations de part et d'autre. Le Brésil est là, la France est là, l'Allemagne même, elle est là. Il y a aussi l'Argentine. Mais bon, moi, s'il faut faire des pronostics, je dirais que je donnais favori en fait les équipes européennes. Le Brésil a beaucoup de chance parce qu'ils ont assez de bons joueurs qui peuvent gagner la coupe. Ils peuvent. Le Brésil, en dehors du Brésil, l'Allemagne même peut se succéder. À part l'Allemagne, l'Argentine peut-être. Et en 4e position, la France. Aux équipes africaines, la meilleure des équipes africaines risque d'être le Sénégal. Les Africains, malheureusement, après 3 matchs, c'est fini. Il n'y a plus de jus dans les muscles, ça devient autre chose. Sinon, s'ils ont le moral pour jouer correctement, ils peuvent aller loin. C'est le moral, parce que le problème des Africains, quand ils gagnent, maintenant ils jubilent. C'est la fête, c'est fini, c'est terminé. Donc, ils se disent qu'ils ont tout gagné. Alors que c'est pas ça. Voilà, quelques amateurs donc du ballon rond qui se prononçaient sur le mondial 2018 qui se joue depuis donc hier en Russie. Ils donnaient leur pronostic par rapport aux équipes favorites pour remporter cette Coupe du Monde 2018. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.